tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Découvrir avec la lecture rapide. Si vous ne connaissez pas le concept de la vidéo, je vous renvoie à la première que j'ai faite sur le sujet à propos d'Henry Kissinger, le lien est juste là. Cette fois-ci, je veux vous montrer que la lecture rapide, ça vous ouvre des portes extrêmement variées, et une que j'ai pu aborder assez récemment d'ailleurs, c'est celle de l'art, et notamment d'un phénomène particulier dans l'art. On en entend souvent parler sans savoir vraiment ce que c'est. Ces définitions sont multiples et ces formes assez diversifiées mais toujours très intrigantes. Aujourd'hui, on va découvrir l'art abstrait avec la lecture rapide. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que plein de vidéos sur la lecture rapide, le mind mapping et d'autres sujets autour des bouquins que j'ai lus vont sortir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, si elle vous plaît, ce sera une excellente récompense pour moi. Donc sur l'art abstrait, j'ai lu 3 ouvrages. Un premier de Georges Roc qui s'appelle Qu'est-ce que l'art abstrait et qui compte environ 440 pages. Le deuxième est un ouvrage de Dora Valier qui s'appelle tout simplement L'art abstrait et qui compte quant à lui 300 pages. Et enfin un livre de Denis Rioux, plus généraliste je trouve, qui s'appelle Qu'est-ce que l'art moderne et qui compte 500 pages. Je trouve que les ouvrages sur l'art se lisent extrêmement bien en lecture rapide, on y mêle des éléments biographiques de peintres à des magnifiques citations que je vais essayer de vous partager tout au long de la vidéo. J'ai dévoré ces bouquins en environ 6 jours et notamment le premier de Georges Roc dans un allée d'Eurostar à Londres, je me souviens c'était au cours d'un week-end et c'était simplement pour vous dire que c'est toujours un bonheur d'ouvrir et de refermer un ouvrage aussi costaud en un seul aller de train. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les origines de la peinture abstraite. L'art abstrait de manière générale à travers le XXe siècle me semble un peu trop dense pour pouvoir en faire une vidéo complète. Commençons donc par l'ouvrage de Georges Roc qui, je trouve, est parfait pour une introduction sur l'art abstrait car il définit très bien les termes et le vocabulaire qui y sont rattachés. Qu'est-ce qu'on appelle l'abstraction ? La première chose très intéressante, c'est qu'en fonction des artistes, ce terme n'a pas la même signification, c'est un terme plurivoque. Pour Gauguin par exemple, ce sera de l'ordre de l'incompréhensible, une sorte d'éloignement du réel. On pourrait même opposer ces deux termes dans la vision de Gauguin. Chez Van Gogh, l'abstraction a une dimension beaucoup plus psychologique. C'est l'expression de la psyché de l'artiste, une psyché qui s'exprime à travers la mémoire du peintre. Et en fait, je trouve qu'on aurait pu un peu l'anticiper de la part de Van Gogh, dont les œuvres qui défilent actuellement à l'écran expriment une sensibilité artistique, intellectuelle et émotionnelle si particulière et très palpable. L'abstraction, c'est aussi une dimension théorique, une dimension presque géométrique, quelque chose de très cérébral que seuls certains esprits très brillants, notamment un que j'affectionne particulièrement pour sa finesse intellectuelle et vestimentaire. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est que seuls ces esprits seraient capables de déchiffrer l'art abstrait. Enfin, une dernière manière de comprendre l'abstraction, c'est par la vue si spéciale, je trouve, de Kandinsky. Pour lui, l'abstraction était associée au rythme d'une mélodie. Non, c'est vraiment pas une blague, ça s'explique par une capacité ultra rare que Kandinsky avait et qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est tout simplement la capacité à percevoir les stimuli sensoriels comme des impulsions capables de stimuler un sens différent du sens initial. C'est un peu complexe, mais vous allez comprendre. Par exemple, on parle de synesthésie quand on peut percevoir l'odeur des mots. Donc le goût de quelque chose de visuel. Ça peut être aussi le son des couleurs, les couleurs des sons, le goût des formes. C'est extrêmement troublant, mais chez Kandinsky, c'est une des sources de son génie. Le tableau que vous voyez maintenant s'appelle Impression 3 Concert et il date de 1911. Il a été créé par Kandinsky après avoir participé à un concert du compositeur Schoenberg. Ce qu'on dit, c'est que Kandinsky était tellement stimulé par l'énergie et l'harmonie des sons qu'il voulait exprimer son ressenti si particulier par la peinture. Pour conclure sur cette partie, je citerai Estienne qui, à mon sens, a résumé parfaitement l'abstraction. Il dit « Qu'est-ce qu'une œuvre abstraite ? C'est une œuvre qui ne représente rien du monde extérieur, mais tout, si possible, du monde intérieur que porte en soi l'artiste. » Bon, c'est magnifique, l'art abstrait sera donc la relation et la complémentarité des formes et des couleurs pour exprimer la vie intérieure de l'artiste. Et pour faire de l'art abstrait, les moyens sont extrêmement multiples. Prenons pour exemple le fauvisme. Quand vous regardez cette œuvre d'Henri Matisse, qui est un des précurseurs du fauvisme, plusieurs choses nous frappent. Il est assez clair que l'artiste ne veut pas décrire avec un grand réalisme ce qu'il voit. Évidemment, c'est Matisse, c'est un monstre, il saurait le faire beaucoup mieux que ça. En fait, il veut éviter de faire une simple photographie de ce qu'il voit. Le fauviste exprime sa vie intérieure par une sorte de simplification des formes, mais surtout par un autre truc qui nous frappe quand on regarde cette image, c'est l'intensification des couleurs. On sent une intensité émotionnelle vraiment bouillonnante à travers cet arc-en-ciel de couleurs. Et la conclusion qu'on peut se dire, c'est que cette simplification des formes et cette intensification des couleurs sont deux moyens qu'ont les artistes pour faire de l'abstrait. Continuons maintenant par l'ouvrage de Dora Valier.
On va pouvoir passer en revue certains des précurseurs de l'art abstrait, enfin, voire des peintres, histoire de comprendre comment ce phénomène a évolué au cours du temps. On va ainsi voir les 3 initiateurs principaux de l'abstraction, en commençant tout d'abord par Kandinsky. On a déjà parlé de lui, mais on va rentrer un peu plus dans son œuvre. Ce que certains historiens de l'art considèrent comme étant la première peinture abstraite en soi, c'est celle que vous voyez maintenant à l'écran, elle date de 1910. En 1910, Kandinsky a 44 ans. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est 44 ans de maturation, de fruit d'une vie d'introspection et d'une réflexion très profonde sur les couleurs, leur sens, leur signification pour justement produire ce tableau. Retenez que Kandinsky, c'est un maître des couleurs. Dans un ouvrage qui s'appelle Du spirituel dans l'art, qui apparaît juste là, il y décrit les émotions que font naître chez un spectateur la vue des couleurs. Pour Dora Valier, je cite, « Le but de son œuvre, c'est de trouver la vie, de rendre perceptibles ses pulsations et d'établir les lois qui la régissent. » Kandinsky, dont les œuvres donnent une impression très spirituelle, enfin en tout cas c'est ce que je trouve, a voulu théoriser, voire même formaliser quasi scientifiquement, le fonctionnement des couleurs et des relations qu'elles avaient avec l'abstraction et d'une certaine manière aussi avec l'esprit humain en tant que spectateur. En fait, un peu comme une boucle, on en revient à notre introduction sur les définitions de l'abstraction. Elles sont multiples, mais toutes connectées les unes entre les autres, et c'est justement ça qui en fait leur grande beauté. Passons maintenant à Piet Mondrian. En 1914, seulement 3 ans après la première œuvre abstraite de Kandinsky que vous venez de voir, Mondrian commence aussi à produire des œuvres abstraites. Mondrian s'intéresse énormément aux formes qui, comme on l'avait dit au début de la vidéo, sont complémentaires d'une certaine manière des couleurs. La grande spécificité de Mondrian, je trouve, c'est qu'il est un penseur. Il s'intéressera notamment à un truc assez spécial qui est la théosophie, et ses peintures mondialement connues aujourd'hui seront le produit de nombreux voyages. Il dira que, je cite encore une fois, « L'art étant surhumain, il cultive l'élément surhumain en l'homme et se trouve être, par conséquent, un moyen d'évolution de l'humanité au même titre que la religion. » Moi, je sais pas vous, mais ce parallèle entre l'art et Dieu comme moyen de progrès de l'humanité est, à mon sens, d'une beauté extrêmement rare. Bon, terminons par Malevitch, un peintre russe qui s'est aussi mis à l'abstraction dans les années 1910. D'ailleurs, vous remarquez que tout s'est passé dans cette décennie. On comprend que si cette impulsion se produit au cours de la même décennie, c'est que ces artistes s'imprégnaient les uns des autres, qu'ils voyaient au cours de leur voyage à l'étranger comment les autres artistes s'exprimaient et comment certains trouvaient des moyens si nouveaux, si innovants de raconter leur vie intérieure. Arrêtons-nous sur une peinture de Malevitch, une peinture que je trouve particulièrement renversante. Elle s'appelle Carré noir sur fond blanc et elle date de 1915. Je la trouve tout simplement bouleversante de futurisme. Parce que si vous vous mettez dans l'esprit, 1915, on est au début de la Première Guerre mondiale. Malevitch, comme je pense que ça se voit un peu d'une certaine manière dans cette œuvre, est un penseur et un peintre nihiliste, un courant philosophique que l'on rattache à raison à Nietzsche, et qui estime qu'aucune valeur absolue ne s'impose à l'humanité, et que le sens de la vie humaine est, d'une certaine manière, un petit peu métaphoriquement, comme suspendu dans le néant. Dans le carré noir sur fond blanc, celui que vous venez de voir et que vous voyez maintenant à l'écran, il est clair que Malevitch exprime ce néant, ce refus d'une certaine manière d'exprimer quoi que ce soit de signifiant. Et paradoxalement, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais en choisissant de ne rien exprimer, c'est justement le néant qu'il veut et qu'il va montrer, si tant est que ce soit possible artistiquement, voire même philosophiquement. Finissons maintenant avec l'ouvrage de Denis Rioux que je vais essayer d'aborder sous l'angle de la critique de l'art abstrait. De nombreuses critiques ont pu être assénées au phénomène de l'art abstrait. Tout d'abord parce que, clairement, il bousculait les codes d'un art qui restait jusque-là extrêmement figuratif depuis la Renaissance, mais aussi parce que ses plus grands représentants pouvaient avoir des prétentions qui allaient, je trouve, plus loin que l'art et qui tendaient à une certaine philosophie, voire même parfois une certaine métaphysique. Bon, et je crois que ça, vous l'avez compris avec les quelques citations que je vous ai données. Prenons l'exemple de Malevitch que l'on vient d'aborder. Il a dit que son carré blanc sur fond blanc, une autre œuvre qu'il a faite, qu'elle avait la tâche de constituer, préparez-vous puisque celle-là elle est vraiment hardcore, l'impulsion vers les fondements de la construction du monde comme action pure considérée comme étant connaissance de soi dans la perfection purement utilitaire de l'homme universel. Bon, je suis sûr que quand vous entendez ça, vous avez fait la même tête que lors de votre premier cours sur Kant ou Hegel en première au lycée. On sent en fait, rien qu'avec la difficulté de ces citations, que son art est imprégné d'une certaine philosophie. Sauf que Malevitch, lui,
Eh ben, il vit dans la Russie du début du XXe siècle et en 1917, comme vous devez le savoir, se produit la plus grande révolution du pays. Je vous ferai certainement une vidéo sur la révolution russe qui est un moment clé de l'histoire du pays. En fait, ce qui se passe très brièvement, c'est que les bolcheviks, représentants du parti ouvrier et guidés par Lénine, renversent le tsar et souhaitent, pour suivre la pensée marxiste-léniniste, renverser la bourgeoisie russe. Sauf que l'art de Malevitch, novateur et avec des revendications philosophiques si singulières, extrêmement complexes comme vous l'avez lu avec la citation, est pris pour de l'art que seuls les bourgeois extrêmement éduqués peuvent comprendre, et on le qualifie donc de rêveur philosophique. Bon bah les bolcheviks c'est pas des très gentils, il sera attaqué, emprisonné puis torturé. La grande difficulté comme souvent pour une nouvelle forme d'art, c'est qu'elle sera au centre des attentions et que les critiques ne se gêneront pas pour en démontrer toute son absurdité. Claude Lévi-Strauss lui-même, un grand philosophe français du XXe siècle que j'affectionne particulièrement, critiquera une académisation dans les années 50 de l'art abstrait, c'est-à-dire que les peintres se lançaient dans l'abstrait parce que l'abstrait était devenu un peu comme une mode et que les sujets abstraits devenaient de plus en plus vides de sens et de quelconque intérêt artistique. Et pour certains, c'est ce qui a mené à l'art contemporain et les nombreuses critiques qu'on peut lui faire à aller dans de la difficulté simplement pour le plaisir de la difficulté, et parfois même de l'arnaque complète. En bref, l'art abstrait a remis en cause l'idée que l'évolution de l'art au cours de sa longue histoire était une progression tout simplement linéaire. Et c'est à cause de cette cassure que l'art abstrait sera critiqué, mais c'est aussi grâce à cette cassure qu'il sera adoré. J'espère vraiment vous avoir aidé à un peu mieux comprendre les origines de l'art abstrait. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère pouvoir échanger avec vous en commentaire dans la suite et pour les prochaines vidéos.